Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 août 2024 et comme vous le voyez derrière moi, je vais de nouveau vous parler de ce génocide commis par l'État d'Israël depuis 10 mois contre le peuple palestinien enfermé dans la prison à ciel ouvert qui est devenue la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un être humain qui se trouve israélien et qui pourtant est un être humain. C'est l'historien Ilan Pappé que j'ai découvert récemment. Et donc je voulais vous le présenter et vous faire entendre ce qu'il a à dire. Donc Ilan Pappé, c'est un historien qui a 70 ans parce qu'il est né en 1954. Il avait des parents juifs qui vivaient en Allemagne et qui sont partis, heureusement pour eux, avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc ses parents se sont installés en Palestine, dans la ville côtière de Haïfa. Et pendant sa jeunesse, pendant son adolescence, Ilan Pappé était sioniste naïvement et il ne se posait pas de questions. À 18 ans, il a même participé à l'armée, il a fait son service militaire et il était stationné sur le plateau du Golan en 1973, pendant la guerre du Kippour. Je rappelle que le plateau du Golan appartient à la Syrie et qu'il a été illégalement occupé par Israël depuis 1967 et qu'il a été illégalement annexé par Israël en 1981. Donc, Ilan Pappé, eh bien, il avait entrepris des études d'histoire. C'est devenu son métier d'ailleurs. Et donc, vers 30 ans, il a compris en fait le phénomène de l'épuration ethnique qui justement transforme le sionisme en une idéologie raciste et discriminatoire. Et notamment dans sa ville natale, Haïfa, eh bien, il a découvert qu'avant 1948, c'est l'année de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Donc avant 1948, il y avait 75 000 Palestiniennes et Palestiniens qui habitaient à Haïfa. Et puis après 1948, eh bien, il n'en est plus resté que 3 000 qui avaient été autorisés à rester par le gouvernement d'Israël. Et donc, dans ses études universitaires, Ilan Pappé s'est attaché à comprendre le phénomène de l'épuration ethnique ou du nettoyage ethnique. Et il condamne justement maintenant le sionisme comme une idéologie européenne raciste et raciale, suprémaciste peut-être même, discriminatoire et coloniale. Et donc, il a publié plus de 20 livres pour traiter justement la question israélo-palestinienne. Et l'un de ses livres les plus connus, c'est celui qu'il a fait paraître en 2006 et qui s'appelle « Le nettoyage ethnique de la Palestine ». Et donc, ce livre, eh bien, l'a classé comme un des nouveaux historiens. C'est une dénomination qu'on donnait en Israël à des historiens qui remettaient en cause la version officielle du mythe de la création de l'État d'Israël. Et ce sont des historiens qui, justement, démontraient que beaucoup des affirmations des Palestiniens étaient en fait vraies, reposées sur des faits historiques établis. Et donc, faisant partie de ce courant des nouveaux historiens, eh bien, Ilan Pappé a commencé à déranger autour de lui. Donc, il vivait toujours à Haïfa, il était devenu maître de conférences dans l'université de Haïfa. Et puis, en 2007, donc après l'apparition de son livre sur l'épuration ethnique, eh bien, l'université lui a demandé de partir ailleurs, parce que ses positions ont été jugées anti-israéliennes. Donc, Ilan Pappé était dégoûté et puis effectivement, il est parti ailleurs. Il est allé s'installer en Angleterre. Et donc, il travaille toujours à l'université de Exeter, dans le sud-est de l'Angleterre, dans le collège de sciences sociales et de relations internationales. Et il enseigne l'histoire palestinienne. Et il est aussi le directeur du centre, toujours à l'université de Exeter, il est aussi le directeur du Centre européen d'études palestiniennes. Donc, Ilan Pappé, aujourd'hui, il pense et il dit que le gouvernement actuel de Netanyahou commet un génocide. Ça correspond parfaitement à la définition juridique du génocide, depuis la convention qui a été votée à l'ONU en décembre 1948. Et il pense que c'est pire que l'épuration ethnique de 1948. Mais en même temps, comme il est optimiste, eh bien, il pense que c'est le début de la fin du sionisme. Alors, l'exposé que je vais vous faire entendre, eh bien, il l'a prononcé le 17 mai 2018 à l'ONU, au siège des Nations Unies, à New York, parce qu'il y avait un forum international qui avait été organisé par le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.
C'est un comité qui a été créé par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 novembre 1975, c'était la résolution 3376, et l'objectif de ce comité est de proposer des recommandations pour permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits inaliénables, qui sont l'autodétermination, sans aucune influence étrangère, l'indépendance, la souveraineté et le droit au retour des réfugiés. Et chaque année, ce comité soumet un rapport à l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, ce comité, en 2018, a décidé d'organiser un forum international pour fêter le triste anniversaire justement de la guerre de 1948. Et le thème de ce forum était 70 ans après la guerre de 1948, quelles sont les leçons pour arriver à une paix juste et durable? Donc le forum a duré sur 2 jours, il y avait 4 tables rondes avec une vingtaine de participants et de participantes. Il y avait aussi bien des Israéliens que des Palestiniens et puis des personnalités de pays étrangers. Et l'objectif de ce forum était double. D'une part, analyser les événements historiques factuellement établis qui sont survenus en Palestine en 1948, qui sont désignés en arabe sous le nom de Nakba, ce qui veut dire catastrophe, et d'autre part, exposer les moyens de parvenir à un règlement du conflit juste et durable. Donc, Ilan Pappé, lui, il participait à la première table ronde dont le thème précis était les événements de 1948. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et encore une fois, quels sont les faits historiquement établis qui se sont déroulés en 1948. Et donc, dans son exposé que vous allez entendre, qui est assez court, qui dure à peu près 8-9 minutes, eh bien, il a évoqué le rôle des Nations Unies en 1947-1948, le nettoyage ethnique qui a été organisé d'abord par des milices sionistes terroristes, puis par l'armée israélienne, ce qu'il appelle le mémoricide, c'est-à-dire le meurtre de la mémoire, qui a été organisé délibérément pour effacer toute trace de l'existence des Palestiniennes et Palestiniens, et puis ce qu'il appelle les 3 principes A, pour parvenir à un processus de paix juste et durable. Donc, je vous laisse découvrir ce que sont ces 3 principes, et puis je vous laisse écouter son analyse de ce qui s'est passé en 1948. Pour commencer, je vais parler de cette organisation qui nous héberge aujourd'hui, les Nations Unies. En février 1947, l'ONU a décidé de créer un comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, l'UNSCOP. Les 13 membres appartenant à des pays différents connaissaient très peu la question et beaucoup d'entre eux n'étaient jamais venus en Palestine auparavant. C'est peut-être une des raisons qui les ont totalement empêchés de comprendre la position des Palestiniens quant à l'intervention des Nations Unies ou la position générale de la Ligue arabe sur la question palestinienne. Dans tout le monde arabe, il y avait des pays qui étaient alors sous mandat: l'Irak, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban. Ils attendaient leur indépendance qui devait arriver par le vote démocratique de la population de ces pays qui devait décider de la nature et du caractère de ces nouveaux États arabes libérés. Mais pour la Palestine, la simple idée que les Palestiniens devaient décider de leur propre futur n'a pas été acceptée par les Nations Unies. Au lieu de cela, l'ONU a suggéré que le mouvement d'implantation sioniste, la plupart des colons juifs étaient arrivés en Palestine quelques années plus tôt seulement, que ce mouvement ait le droit de participer à la négociation sur le futur de la Palestine. Et même avant que l'Assemblée générale des Nations unies n'adopte la résolution 181 le 29 novembre 1947, avant que cette résolution ne donne au mouvement sioniste plus de la moitié du pays, les Palestiniens avaient demandé aux Nations unies un processus de négociation beaucoup plus long pour qu'on puisse leur expliquer pourquoi leur droit à l'autodétermination était nié par l'organisation internationale. La délégation des États-Unis a même proposé en février 1948, et les Palestiniens étaient d'accord, que la Palestine soit sous curatelle pendant encore 5 ans afin que la négociation puisse produire une idée plus juste de ce que serait la Palestine.
Mais à cause des pressions du lobby juif aux États-Unis, le président Truman a cessé de soutenir cet accord de curatelle. En février 1948, sans s'occuper de ce qui se passait ici aux Nations Unies, les forces de la communauté juive de Palestine ont commencé ce que j'ai appelé dans mon livre en 2017 le nettoyage ethnique des Palestiniens. En avril 1948, la majorité de la population qui vivait dans les villes palestiniennes ou dans des villes mixtes arabo-juives avait été expulsée ou forcée de partir. Nous parlons de 150 000 Palestiniennes et Palestiniens qui vivaient dans des zones urbaines de Palestine et qui sont devenus des réfugiés avant même que le mandat britannique sur la Palestine ne se termine le 15 mai 1948. Ces expulsions hors des villes s'accéléraient à cause de massacres de civils, le plus connu d'entre eux étant le massacre de Deir Yassin le 6 avril 1948. Donc bien avant que la Ligue arabe ne se décide d'intervenir le 15 mai 1948 en envoyant des forces militaires pour sauver les Palestiniens, il y avait déjà 250 000 Palestiniennes et Palestiniens réfugiés. C'est la présence de ces réfugiés dans des pays arabes qui a forcé leur gouvernement à faire quelque chose, même si la plupart voyaient avec réticence une aventure militaire en Palestine. Après la déclaration de l'État d'Israël le 15 mai 1948, pendant que les forces armées israéliennes combattaient les contingents militaires arabes, le nettoyage ethnique a continué. Dans le nord, le centre et le sud de la Palestine, les villages palestiniens étaient ciblés avec une tactique qui avait été exposée dans un plan approuvé le 10 mars 1947. Le plan Dalet décrivait comment il fallait encercler les villages palestiniens, forcer les gens à partir et, s'ils refusaient, les expulser par la force. Le pire chapitre de la Nakba est survenu en octobre 1948, lors de l'opération Hiram, que les Israéliens ont menée dans le nord de la Galilée. Ce sont des chefs de communautés juives eux-mêmes qui ont écrit dans leurs journaux personnels que ce que les Israéliens avaient fait en octobre 1948 n'était pas très différent de ce qu'avaient fait les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette opération Himar a été la plus violente car les Palestiniens avaient compris ce qui les attendait. Ils ont résisté avec force, ce qui a généré chez les Israéliens des crimes de guerre et des atrocités, en plus du nettoyage ethnique en Palestine. Ainsi, en 9 mois, la moitié des Palestiniennes et des Palestiniens avaient été expulsés, la moitié des villages palestiniens avaient été démolis et la plupart des villes palestiniennes avaient été rasées. En août 1948, les Israéliens avaient déjà commencé ce que j'appelle un mémoricide, un meurtre de la mémoire, afin d'effacer tout reste ou toute trace de l'existence des Palestiniens en Palestine. Ils construisaient les colonies et les implantations sur la terre des villages palestiniens détruits et souvent leur donnaient un nom hébreu qui ressemblait au nom arabe. Saforia est devenu Sifori, Loubia est devenu Lavi, et ainsi de suite. L'idée était de faire croire que c'était d'anciens lieux bibliques. Donc, il n'y avait pas de destruction de villages, mais plutôt la rédemption et le retour de villages anciens. Dans d'autres villages, les Israéliens ont planté des forêts. 10 000 pins ont été importés d'Europe pour être plantés sur les villages palestiniens détruits pendant la catastrophe de 1948. En tant que membre de la seconde génération de colons, je peux vous dire que nous n'avons pas trop bien réussi sous le climat du Moyen-Orient et ce fut la même chose pour ces pins importés en Israël. Beaucoup sont tombés malades et quand ils sont morts, les anciens oliviers et les anciens vergers sont revenus sur cette terre qui avait été arabe et palestinienne. Je vais conclure en disant que n'importe quel processus de paix ne devrait pas ignorer ce qui s'est passé en 1948. Et pourtant, jusqu'ici,
tous les processus de paix ont ignoré les événements de 1948. Je pense que tout processus de paix devrait reposer sur 3 principes que j'appelle les 3 A. Le premier A, c'est acknowledgement, c'est-à-dire reconnaissance. C'est proprement incroyable que même les membres les plus importants des négociations internationales sur la Palestine n'aient aucune connaissance de la catastrophe de 1948. Le second principe A, c'est accountability, c'est-à-dire responsabilité. La période post-apartheid en Afrique du Sud nous a appris que la connaissance en elle-même ne suffit pas. Le seul moyen d'amener Israël à admettre sa responsabilité dans le nettoyage ethnique de la Palestine en 1948, qui est un crime contre l'humanité, c'est de faire exécuter intégralement la résolution 194 votée par l'Assemblée générale des Nations unies le 11 décembre 1948, qui déclare inaliénable le droit au retour des réfugiés palestiniens. Et le dernier principe A, c'est acceptance, c'est-à-dire acceptation. Une fois obtenue la reconnaissance et la responsabilité, non seulement pour les crimes de 1948, mais aussi pour ceux qui ont eu lieu depuis, alors les Israéliens pourront demander aux Palestiniens et au monde arabe de les accepter comme une partie organique de la Palestine et du monde arabe, du Moyen-Orient, de ses problèmes et de ses solutions. Je vous remercie.